Donc voilà, c'est la dernière rencontre de la matinée consacrée donc à la découverte de jeunes talents espagnols et portugais. Donc je suis ravie de cette rencontre avec David Machado. Il est accompagné de son interprète Thierry Pimpao, et puis la comédienne Juliette Moudocha va nous rejoindre dans 5 minutes. Elle lira deux extraits du roman qui va nous intéresser. Je vais faire une petite présentation très rapide de vous, David. Vous êtes né à Lisbonne en 1978. Vous avez suivi des études d'économie et de gestion avant de vous consacrer à l'écriture, avec d'abord des livres pour enfants. Et votre œuvre pour la jeunesse a été récompensée par de très nombreux prix, notamment le prix de Fonseca en 2005. Et c'est à partir de l'année 2006 que vous avez commencé à écrire pour un public adulte. Et nous allons parler aujourd'hui d'un gros volume, un fort volume, Laissez parler les pierres, qui est paru en 2011. Il a été traduit par Vincent Gorce et publié aux éditions de l'Aube en 2014. Je voudrais dire également que vous êtes le traducteur en portugais de livres d'Adolfo Bioy Casares et de Mario Benedetti. Et puis je crois savoir que vous allez recevoir dans quelques jours le prix de littérature de l'Union européenne qui va vous être décerné à Bruxelles pour votre dernier livre, qui n'est pas encore traduit en français, mais ça devrait bientôt arriver, et qui s'intitule... Alors là, pardon pour l'accent, Indice medio de felicidad. Voilà. Et donc, on attend la traduction en français probablement en 2016. Voilà. Une première question un peu générale, David. De nombreux critiques vous considèrent aujourd'hui comme l'un des grands espoirs de la nouvelle génération des écrivains portugais. Est-ce que être considéré comme un grand espoir littérature vous donne une sorte de responsabilité ? Bom dia Bonjour a todos. à tous. Obrigado por estarem aqui comigo nesta Merci sauna. d'être ici avec moi dans cette salle. Eu acho engraçado Je trouve marrant porque essa pergunta cette já question. me é feita há 10 anos. On me l'a fait depuis 10 ans déjà. Eu sou sempre uma nova Je suis toujours esperança da un literatura nouvel portuguesa. espoir de la littérature E se calhar portugaise. até ter 50 anos Peut-être que quand continuarei j'aurai a ser. 50 ans, je serai toujours le futur espoir. E por isso já não sinto tanto o peso. Je ne ressens plus vraiment ce poids. A carga vai se aliviando. Le poids est en train de sobre os meus s'alléger sur mes épaules. Mas eu levo a literatura, eu levo o meu trabalho muito a Je sério, mas considère levo a mon literatura travail de manière de uma maneira sérieusement, menos séria. mais la littérature de manière un peu moins sérieuse. E eu, antes de mais, eu quero fazer um bom Avant trabalho. tout, je veux faire un E bon travail. se há quem ache que eu possa ser Et uma das novas si vozes un literárias jour je em serai Portugal, une de nouvelles só voix fico portugaises, contente, je serai mas heureux. isso não Mais me perturba muito. cela ne me perturbe pas vraiment. Mais finalement, c'est bien parce que vous êtes sans cesse projeté dans l'avenir. Quer dizer, eu gosto muito de escrever J'aime beaucoup écrire. e gosto muito do meu trabalho. J'aime Eu beaucoup não mon gosto travail. só de escrever, eu gosto Je n'aime pas das rotinas. seulement travailler, do meu trabalho, j'aime les eu gosto de routines de mon trabalhar em travail, casa, j'aime sozinho. travailler à la maison, tout seul. E por isso eu espero que Et seja uma coisa que vá donc acontecer durante muito j'espère tempo. que je vais pouvoir Nesse sentido, sim, continuer eu avec tenho uma cela. perspectiva de futuro para o Et là, meu oui, trabalho. bien entendu, j'ai une perspective de futur dans mon travail. Alors, Laissez parler les pierres, que nous avons donc, nous, découvert en français relativement récemment, puisqu'il a été traduit en 2014. C'est à la fois un livre d'histoire, avec un grand H, c'est une chronique familiale, c'est un récit d'aventure, c'est un roman d'amour. Autrement dit, c'est un roman mosaïque, avec des entrées multiples. Alors, première question un peu générale, comment se sont mêlés ces différents registres d'écriture ? Então, eu antes de começar a escrever romance, Avant eu de penso commencer à muito écrire un sobre roman, ele. je réfléchis beaucoup Meses, là-dessus. às vezes anos. Pendant des mois, voire des années. E no caso Pour deste ce livro, livre, isto foi particularmente correto, certo, Cela a été vrai. porque de facto são muitas partes diferentes. Il y a plusieurs parties São muitas différentes, camadas il y a diferentes, plusieurs couches différentes, São muitas vozes il y a diferentes. plusieurs voix différentes.
E além disso, o próprio romance tem Le trabalho roman en lui-même de a trama un travail entre de várias histórias trame e várias entre memórias, plusieurs histoires, entre plusieurs várias, mémoires, várias maneiras de olhar para plusieurs o mesmo manières de para o mesmo regarder vers le même objet. e por isso Et tudo isto foram coisas que se foram Tout que eu fui cela acrescentando à história ao s'est longo do tempo. ajouté au fil No du entanto, temps. No Cependant, entanto, desde o início que eu dès sabia le que queria départ, je escrever savais livro que je que voulais fosse écrire mosaico e que fosse uma trama de histórias. cet récit en forme de mosaïque, cet Porque eu ensemble queria- d'histoires, parce que je voulais Eu queria trabalhar o tema da memória. travailler sur la thématique de E a la mémoire. memória Et la é uma trama mémoire de histórias. est une trame d'histoire. Que nem sempre são nem sempre estão de acordo Elles ne umas sont com as pas outras. toujours d'accord les unes avec Muitas les vezes autres. são Parfois, elles contraditórias. sont contradictoires. Muitas vezes coexistem Souvent, no elles mesmo sont plano, coexistantes de sur uma le forma même plan, quase incrível, não é? d'une manière Quase parfois fantasiosa. incroyable, de fantaisie. E eu sabia que queria Et trabalhar je dessa savais maneira. que je voulais Por travailler isso mesmo, ainsi. desde o início, Donc, dès eu le fui départ, juntando estes temas j'ai todos, e fui juntando rassemblé estas tous personagens ces éléments, todas. tous ces E o personnages. mais difícil foi Et le plus encontrar dur a été de a forma, trouver a la estrutura manière para contar, d'écrire, de raconter, para montar as histórias todas afin dentro de do mesmo monter, espaço. d'assembler toutes ces histoires sur le même espace. En tout cas, ce roman qui est d'une grande maîtrise, il illustre très très bien une chose qui en littérature est essentielle et qui est fascinante, c'est que selon le point de vue que l'on adopte, selon l'angle avec lequel on regarde une histoire, eh bien, elle peut être racontée de différentes façons et une même histoire peut paraître extrêmement différente selon le narrateur, celui qui s'en empare. Sim, claro que este livro Oui, também, ce na verdade, livre, tem uma en relação muito vérité, a direta un com o rapport trabalho, com o próprio direct trabalho avec le travail en do lui-même romancista. du romancier. Para mim, desde o início, Dès le départ, pour moi, sempre fiz uma grande distinção j'ai bien distingué entre história e narrativa. l'histoire et la narrative. E a história é o conjunto dos L'histoire est acontecimentos un ensemble d'événements e de factos e et de personagens. faits, de personnages. E Et la a narrative est la forma manière como se conta essa história. comme on présente cette histoire. E há infinitas Il y a maneiras des de contar a mesma manières história. infinies de présenter l'histoire. E eu dou muita importância Et a je isso. donne beaucoup d'importance Eu à cela. demoro muito tempo em Je encontrar prends beaucoup de a temps pour voz, essayer de o trouver la narrador, voix, le narrateur, o le ritmo, ton, le rythme, o ponto em que se começa a le contar a point história, où on commence à écouter aquilo que se l'histoire, esconde ce que l'on cache leitor au lecteur e que se revela et mais cedo ce ou mais qui va tarde. être révélé plus tôt ou plus tard. Isso tudo Tout condiciona cela o va próprio conteúdo conditionner le da contenu história. en lui-même de l'histoire e aquilo que de facto passa para o leitor. et ce qui est passé auprès du lecteur. Alors commençons par une des dimensions essentielles de ce roman, qui est sa dimension historique avec un grand H, puisque Laisser parler les pierres, c'est l'histoire du Portugal du XXe siècle, qui est relatée à travers un vieil homme qui s'appelle Nicolau, et c'est en même temps le présent du Portugal aujourd'hui à Lisbonne, à travers le petit-fils de ce même Nicolau qui s'appelle Valdemar. Donc le roman est construit sur une alternance plus ou moins équilibrée entre le passé de Nicolau et le présent dans lequel on retrouve donc le vieil homme et son petit-fils. C'est vraiment un roman qui dit l'importance pour vous de la place de l'histoire et notamment de ce XXe siècle qui au Portugal a été marqué par des événements majeurs, notamment une dictature. Et là on est en plein cœur de la dictature de Salazar. Sim, embora quando eu comecei a pensar escrever o romance, Bon, quand j'ai commencé à écrire le roman, je ne voulais pas vraiment parler de la dictature. Mas eu rapidamente Mais encontrei estas duas rapidement, j'ai personagens trouvé do ces deux Valdemar e do personnages, Nicolau, do Valdemar seu avô, et do Nicolau, seu avô. son grand-père. E obviamente se o Et este romance é sobre ce a roman est transmissão sur la de memórias transmission de la mémoire entre gerações entre les générations.
Et bien entendu, si ce grand-père raconte ses histoires à son petit-fils, ça va être des histoires qui se sont passées lors de la dictature. Ce serait quelque chose de très paresseux de ma part de ne pas exploiter cet univers de la dictature et le mettre au sein de cette histoire. Parce que, en vérité, ça va créer un rapport avec tous les lecteurs, en tout cas avec les lecteurs au Portugal. Parce que tout le monde a un grand-père ou un oncle ou un père qui a raconté des histoires sur la dictature, sur les persécutions, sur les tortures, de personnes qui sont parties vers la guerre coloniale en Afrique. Ce serait vraiment difficile de fuir de cette époque. Cependant, je ne voulais pas obligatoirement parler de cette époque d'une manière factuelle de l'histoire, avec le grand H. Mais en vérité, le travail que j'ai réalisé, j'ai lu plusieurs livres de cette époque, parce que je n'ai pas vécu cette époque. Je suis né après le 25 avril 1974, après la Révolution. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est les histoires que l'on m'a racontées. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et j'ai écrit ce roman que 2 ans après, pour que je puisse moi-même avoir la même approche des événements que le personnage. C'est-à-dire, il n'est pas sûr de ce qui s'est passé, il a des doutes, il commet des erreurs quand il raconte des histoires, parce que c'est ainsi que l'on parle du passé. On commet tous des erreurs quand on parle du passé, parce qu'en vérité, on ne sait pas vraiment, personne ne sait vraiment exactement ce qui s'est passé lors du passé. Chacun a sa vérité quand on parle du passé. Alors, pour pouvoir situer un peu les choses pour les auditeurs qui n'auraient pas encore lu le roman, il faut dire qu'il commence, nous sommes en 1947, au début du roman, et donc Nicolaou, qui est à l'époque un tout jeune homme, jeune villageois assez simple, qui mène une vie tout à fait simple et qui s'apprête à épouser la jeune fille qu'il a toujours aimée, qui est sa promise en quelque sorte depuis toujours, est arrêté, alors à tort, présenté comme un communiste complotant contre le régime de Salazar. Et du même coup, bien sûr, il perd son aimée, la femme qu'il s'apprêtait à épouser le lendemain même. Alors, c'est le début d'une série de péripéties. Là, on est en plein dans le roman d'aventure. Et quand même, à propos de la dictature, vous entrez beaucoup dans le détail de ce qu'a pu être le régime de Salazar, avec l'arbitraire, bien sûr, des arrestations, les emprisonnements, et précisément les tortures, dont vous faites des descriptions très détaillées. Allez-y. Ce qui m'intéressait surtout, c'était explorer, exploiter l'histoire des gens inconnus, des gens qui, lors de l'histoire avec le grand H, ne sont pas très signifiants. Cependant, tout le monde, à cette époque, a connu quelqu'un ou qui a été persécuté. Tout le monde avait un lien avec ce qui se passait. Au Portugal, la dictature était très légère. Les gens la regardaient de manière très passive. Mais cependant, cette dictature était partout dans la vie de chacun. Le citoyen le plus ordinaire était totalement contrôlé d'une manière très silencieuse. Et je considérais vraiment important
Je trouvais qu'il était important d'exploiter vraiment ces événements. Aller au détail. Le détail rend vraiment les histoires plus faisables. Et au Portugal, on a du mal encore à faire face aux histoires de la dictature. Et on a une approche de cette époque encore très politisée, encore très formelle. Moi, en tant que narrateur de fiction, je n'ai pas le besoin d'avoir cette posture. Ce qui m'intéresse, c'est exploiter les aventures, le burlesque, les épisodes un peu plus romancés, existant. Et le premier chapitre du livre, ou mieux, pardon, le deuxième, se passe dans la région du Minho, qui est au nord du Portugal. Quand les antifranquistes passent la frontière pour se réfugier au Portugal, et mon grand-père, qui est de cette région, m'a toujours raconté cette histoire. Quand j'étais petit, il me racontait déjà cette histoire. Moi, en tant qu'enfant, je n'avais pas vraiment de perspective politique. Voire, je ne comprenais pas vraiment ce qu'était la dictature. Pour moi, ces histoires qui me racontaient de persécutions, de cambriolage, de toutes ces histoires-là, pour moi, c'était des histoires d'Indiens et de cow-boys qui se passaient au nord du Portugal. Et j'arrive encore à regarder ces histoires de cette manière. Bon, alors c'est pas un extrait de cow-boy et d'Indien et de cow-boy qu'on va entendre. C'est un extrait qui fait référence à ce qu'on disait précédemment sur le fait que les scènes de torture sont très présentes dans le roman. Donc voilà, c'est ce qu'on va écouter avec Juliette. La torture qui suivit sa recapture dura plusieurs semaines, voire des mois. Il ne saurait le dire car il perdit rapidement la notion du temps. Pendant la première semaine, ils l'empêchèrent de dormir. Plusieurs fois par jour, 2 hommes entraient dans sa cellule et le frappaient sur la tête, au ventre et au visage. Des coups qui résonnaient en écho entre les murs de son réduit. Il le battait pendant de longues minutes sans un mot, puis sortait pour revenir un peu plus tard sans lui laisser le temps de s'endormir. Au bout de 3 jours sans sommeil, il commença à délirer. La plupart du temps, il ne savait plus où il était. Il avait des visions. Il voyait souvent Graça dos Penedo passer lentement devant lui en souriant. Il avait un mal de tête permanent qui ne passerait que plusieurs mois plus tard. Il rendait presque tout ce qu'il réussissait à avaler, et ce qu'il était déjà très peu, et ça s'affaiblissant rapidement, il ne tint que grâce à du pain sec. Il grelottait souvent de froid, car ses tortionnaires lui lançaient de temps en temps un seau d'eau glacée pour l'empêcher de dormir, et ses vêtements n'avaient pas le temps de sécher. Il avait la peau et les cheveux couverts de sang, de croûte, d'urine et même de ses propres déjections. Un jour, il trouva 2 dents par terre et en passant la langue dans sa bouche, il s'aperçut que c'étaient les siennes. Après ce traitement préparatoire d'1 semaine, l'interrogatoire commença. Ils cessèrent de le frapper en silence pour le questionner entre leurs coups. Ils écrivaient leurs questions sur des morceaux de papier qu'ils lui collaient devant les yeux. De longues phrases dans une petite écriture qu'il n'arrivait pas à lire à cause de ses vertiges et des coups reçus sur les yeux. Que voulait-il? Des noms, surtout des noms. Ils étaient obsédés par le fait de lui arracher des noms.
nom de personne, nom de lieu, nom de ville, nom de rue, nom de bateau, nom de pays, nom d'organisation, nom de tout ce qui pouvait avoir un lien, de près ou de loin, avec l'opposition clandestine. Est-il nécessaire de le répéter? Nicolaou Manuel n'avait aucun nom à leur donner. Il n'était lié à aucun mouvement d'opposition et ne connaissait personne qui conspirait contre le régime. Jusqu'à sa première arrestation à Lagares, il n'aspirait qu'à une vie paisible dans ces montagnes aux côtés de Graça et n'avait aucune raison de se révolter ou de s'insurger contre le gouvernement ou contre quiconque. Néanmoins, après avoir résisté plusieurs jours en criant son innocence, il finit épuisé par leur en donner. Il voulait des noms, alors il leur en donna, ne serait-ce que pour qu'ils espacent un peu leur cou et souffrir un peu moins. Quel nom? À part un ou deux, il est impossible de savoir. Non pas que 50 ans plus tard, ils ne s'en souviennent plus, mais parce que dans l'état dans lequel ils se trouvaient, il oubliait presque immédiatement ce qu'il leur disait. S'il leur donna peut-être quelques vrais noms, il en inventa la plupart. Certains diront peut-être qu'il lança ainsi volontairement des geôliers sur de fausses pistes, tentant de les enfermer dans un labyrinthe inextricable de mensonges, bref, de les égarer pour les empêcher de découvrir ses véritables activités. Mais c'est en réalité beaucoup plus simple que cela. Il voulait seulement qu'ils arrêtent de le frapper. Voilà, donc les péripéties de ces arrestations, de ces emprisonnements et de la torture. Le vieux Nicolaou, puisque le présent du roman se situe au moment où il est devenu un vieil homme, il les raconte à son petit-fils Valdemar. Et alors là, c'est un personnage que moi je trouve absolument formidable, et en même temps c'est une façon de situer le roman dans le présent le plus actuel de Lisbonne, parce que Valdemar est un adolescent à l'imagination très libre, mais c'est aussi un adolescent qui traverse les affres de son âge. C'est un jeune gothique qui est vêtu de t-shirt noir, qui a des mèches rouges, qui écoute de heavy metal. Ce qui fait que là, vous faites le grand écart, en fait, dans l'histoire, en nous plongeant vraiment dans l'intérieur et l'intimité d'un jeune adolescent à Lisbonne aujourd'hui. La thématique de l'adolescence m'intéresse énormément. Lors de l'adolescence, notre monde, qui était de cette taille-là, à la taille de cette tente, il y a un processus de découverte. Comme tout processus de découverte, cela dépasse les limites. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce moment où les limites sont dépassées. Car c'est à ce moment-là où nous devenons adultes, c'est à ce moment-là qu'on grandit. Quand on comprend qu'on a dépassé une limite et on revient un pas en arrière. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ces mémoires du passé, ces mémoires qui ne sont pas les nôtres en plus, c'est ce qui nous a été raconté, comment cela va entrer dans ce processus. Et là, bien sûr, ce que vous posez, c'est une question essentielle qui est celle, je crois, qui vous occupe beaucoup dans ce que vous écrivez, qui est celle de la transmission et du récit que l'on peut faire précisément de la question de la transmission. Est-ce que le fait que ce soit entre un grand-père et son petit-fils, autrement dit qu'il y ait une génération qui est sautée, ça facilite les choses? Est-ce que c'est plus facile de grand-père à petit-fils? Je crois que oui. Nos rapports avec nos parents est toujours d'une proximité si grande qu'il me semble que cela empêche
un certain type de rapport. Avant tout, dans certains cas, il y a une certaine concurrence entre père et fils. Et en même temps, les parents ont une grande préoccupation par rapport à leurs enfants et les grands-parents ne l'ont pas. Moi, en tant que père, il y a certaines choses que je ne veux pas dire à mes enfants. Mais peut-être, si j'ai des petits-enfants, je vais être beaucoup plus serein avec moi-même. J'aurais moins de peur de créer un mal à mes enfants. De la part des enfants, il y a aussi une certaine révolte par rapport aux parents, parce que les parents ont une certaine autorité. Et les grands-parents ne représentent pas l'autorité. Les grands-parents sont beaucoup plus proches en tant qu'amis et ne sont pas vraiment l'autorité. Alors Valdemar, on l'a dit, qui est un jeune garçon à l'imagination débordante, qui est un jeune homme très sensible et très révolté aussi, va non seulement écouter les histoires de son grand-père, mais il va y adhérer et rentrer dedans au point de les vivre, comme si ces histoires lui étaient arrivées à lui. Et il va vouloir s'impliquer dans l'histoire de son grand-père, qui est donc présenté comme cet homme innocent, victime de l'histoire en quelque sorte, en allant assassiner celui qui est considéré comme le responsable de tout. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que vous faites rentrer cet adolescent dans l'histoire du grand-père. Il n'est pas passif du tout, hein. Non, comme tout adolescent, les causes deviennent beaucoup plus fortes en nous. Quand on a 16 ans, on est beaucoup plus fervent. Quand on voit quelque chose où on veut soutenir. Je crois que Valdemar est un enfant à problème. À la maison, à l'école, il frappe ses collègues, il raquette. Il a un rapport distant avec son père. La mère, elle, est souvent absente. Il trouve un certain support dans les histoires de son grand-père. Et comme tout adolescent, il veut y croire. Il veut croire à ces histoires incroyables qui peuvent arriver dans la vie. Donc il prend la place du grand-père, il veut lutter contre l'injustice qu'on a commis contre son grand-père. Ce qui suppose de sa part une adhésion, bien sûr, totale au récit et à la version donnée par le grand-père, mais qui est une des facettes de l'histoire. Voilà, Valdemar, jusqu'au bout, veut croire que son grand-père, d'une certaine façon, est une victime de l'histoire. Comme nous tous. Nous savons que le passé est quelque chose de fabriqué. Et cependant, nous n'y pensons pas beaucoup là-dessus, sur les faits concrets de notre passé. Nous choisissons une version qui nous satisfait, qui nous réconforte, qui ne crée pas de véritable dilemme. Et on garde cette version-là. Et je crois qu'il est vraiment rare que quelqu'un, au long de sa vie, change d'opinion par rapport au passé. Quelqu'un qui change vraiment d'opinion par rapport au passé, par rapport à ce qui est arrivé. Mais je vous propose qu'on écoute un extrait, justement, qui met en scène Nicolaou et son petit-fils Valdemar.
À l'école, les enfants ont commencé à parler de la main de mon grand-père, même ceux qui ne l'avaient jamais vu. Ils disaient que les ciseaux avaient glissé quand il se coupait les ongles, ou qu'il s'était coincé les doigts dans la portière d'une voiture, ou que quand il était né, le docteur l'avait tiré trop fort de l'intérieur du ventre de sa mère par les doigts de sa petite main de bébé et qu'il les avait arrachés, ou encore d'autres choses du même genre. Ils m'ont demandé ce qui lui est arrivé, bien sûr, mais je ne le savais pas. Je n'avais rien à leur répondre, car tout ça, c'était au début, peu après son arrivée. Et au cours de ces premières semaines, mon grand-père ne m'avait pas encore expliqué comment il avait perdu ses doigts et je ne lui avais posé aucune question. À cette époque, je ne savais pas encore que chaque chose qui existe dans le monde possède une histoire et j'ai donc inventé une explication. Pas n'importe laquelle, bien sûr, une explication plausible. J'ai pensé à tout ce que mon grand-père m'avait raconté et j'ai imaginé qu'ils l'avaient traîné dans une salle obscure de sa prison, qu'ils avaient tenté de le faire parler sans qu'il n'ait rien à leur dire, et qu'entre chaque question sans réponse, ils l'avaient frappé avec une barre de fer jusqu'à ce que, pour le faire sortir de son silence, ils aillent chercher une scie et qu'un affreux policier aux yeux de requin lui coupe les doigts de la main droite, un par un, lui déchirant la peau, lui sciant les os, provoquant une mare de sang de plus en plus grande sur le sol qui obligeait tous les policiers présents dans la salle à se coller au mur pour ne pas salir leurs chaussures. Quelques jours plus tard, mon institutrice a convoqué ma mère. Les parents de plusieurs élèves s'étaient plaints. 2 enfants avaient fait pipi au lit et un autre vomissait chaque fois qu'il finissait de manger. Beaucoup faisaient des cauchemars et se réveillaient en sursaut et en pleurant pendant la nuit. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde dise que j'avais raconté une histoire affreuse. J'ai présenté mes excuses, reconnaissant que j'avais inventé cette histoire, et l'institutrice a suggéré à mes parents que je consulte un psychologue. Dans la voiture, en rentrant de la maison, ma mère m'a demandé « Mais qu'est-ce qui t'a pris de leur raconter tout ça ? Ne t'inquiète pas, c'était stupide, je le reconnais. Mais qui te raconte ce genre d'histoire ? Personne, je les ai inventées. Mais pourquoi autant de sang ? Quand elle a posé cette question, je l'ai vue rire dans le rétroviseur. J'ai ri aussi. Elle avait raison. Il n'y avait pas besoin d'autant de sang. Mais je lui ai quand même demandé « Quel mal y a-t-il à faire couler autant de sang ?» Son téléphone portable a sonné, elle l'a immédiatement éteint sans prendre l'appel. Ce qui m'a étonnée car elle n'éteignait jamais son téléphone. Puis elle m'a dit très sérieusement « Il n'y a pas de mal en soi, Valdemar, mais certaines personnes n'aiment pas les histoires de sang. Et toi, tu aimes ?» Nous avons dû nous arrêter à un feu rouge et ma mère s'est tournée vers moi en me disant très doucement « J'adore les histoires de sang. J'adore les histoires d'horreur. » Elle a essayé de mimer un monstre, mais elle n'a réussi qu'à faire une vilaine grimace et elle a éclaté de rire et moi aussi. Puis elle s'est tournée à nouveau vers le pare-brise en me disant « Si tu veux, je veux bien que tu me racontes tes histoires affreuses et sanglantes, mais promets-moi de ne plus les raconter à l'école. » Je lui ai promis. Quand mon père a su ce qui s'était passé, il ne s'est pas mis en colère contre moi. Il s'est juste levé du canapé sur lequel il était assis et s'est dirigé d'un pas ferme vers son bureau. Mon grand-père fumait une cigarette, les yeux fermés. Ses paupières ridées et tachées ressemblaient à ces coquillages qu'on trouve sur la plage. Il a senti mon père entrer dans la pièce, mais il n'a pas immédiatement compris ce qui allait se passer. Mon père s'est planté debout devant lui et lui a secoué un bras, comme pour le réveiller. Mon grand-père a calmement ouvert les yeux sans sursauter. Mon père a commencé à le réprimander, élevant inutilement le ton, martelant chaque syllabe, lui expliquant qu'il lui interdisait dorénavant de me raconter des histoires tristes ou violentes, avec des morts ou des blessés, des histoires de torture ou de persécution. Mon grand-père lui a dit « Ce que tu me demandes est impossible, c'est tout ce que j'ai à raconter. »
Valdemar n'a que 6 ans. Et alors, putain, qu'est-ce que je peux y faire? Et alors, il n'a pas l'âge d'entendre raconter des histoires si violentes, pleines de sang. Il va le faire des cauchemars. Dieu merci, le monde n'est pas seulement fait de toutes ces barbaries dont ta tête est remplie, papa. Putain, le monde est encore bien pire que ça. Mon père a levé les mains au ciel comme si mon grand-père avait eu un fusil pointé sur lui et lui a dit « Même si tout est vrai, je ne veux pas que tu racontes ces histoires à Valdemar. » Mon grand-père a levé la main droite, une main dure comme de la pierre, pour la maintenir à 10 cm du visage de mon père. Il est resté figé, silencieux, pendant une trentaine de secondes, puis il lui a demandé d'une voix très faible, murmurant à peine « Ces doigts sont un mensonge ?» Il a posé un doigt sur la cicatrice de son cou. « Et ça, c'est un mensonge ?» Et il a placé la paume de sa main contre une de ses oreilles. « Et tu crois que je fais semblant d'être sourd ?» Mon père lui a dit « Papa, pas de drame s'il te plaît. Et pour clore cette discussion, je te demande seulement de ne plus raconter d'histoire à Valdemar. » Cet extrait me conduit, David, à une dernière question. Je voulais qu'on parle aussi de l'histoire d'amour, parce qu'il y a bien sûr une histoire d'amour qui est très, très, très importante dans ce roman, mais on n'aura pas le temps de le faire, vous la découvrirez en le lisant. Mais ce dernier passage me conduit plutôt à revenir à la question des mots, parce qu'en fait, l'intervention du père dans le roman, ça consiste à mettre son fils en garde contre les mots. Il lui dit à un moment, les mots seuls ne suffisent pas, il faut des preuves. Ça, c'est le rôle du père. Donc finalement, ça situe la fiction comme étant le thème principal du roman. Le rapport aux mots, le fait que l'on croit ou pas au pouvoir des mots, c'est ça le cœur de votre roman. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que cette question de la transmission de la mémoire et des possibles vérités d'un événement ont quelque chose à voir avec le travail du narrateur de fiction. Il a comme objectif principal convaincre le lecteur de ce qu'il est en train de lire, que cela est bien vrai, sans rien d'autre, sans des images, sans personne à côté, juste les mots. Ça a aussi quelque chose à voir avec notre rapport avec le passé. On n'a pas des mots par rapport au passé. Pour les futures générations, il y aura ça peut-être, parce qu'il y a bien d'autres formes d'enregistrer les événements autres que les mots. Mais pour nous, jusqu'à présent, notre seule version exclusivement, pratiquement, c'était la transmission par les mots. Et cependant, cela était suffisant pour nous. Les mots ont cette force. Mais vous introduisez, c'est une dernière question, parce que vous introduisez précisément le doute sur cette question-là, en donnant une autre version de tout ce à quoi on a cru pendant plusieurs centaines de pages. Je voulais aller au-delà, non seulement présenter une version du passé, je voulais prendre la main du lecteur jusqu'à un certain moment et après l'abandonner. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre nous ne questionnent pas vraiment le passé. Et quand je parle du passé, je ne parle pas seulement des événements importants d'il y a 50 ans. Je parle d'une conversation avec ma sœur, par exemple, la semaine dernière.
Et on ne questionne pas ces conversations, on ne va pas essayer de regarder les choses de manière différente, regarder des perspectives différentes d'événements qui nous sont arrivés. Au moment exact où les choses arrivent, nous les regardons déjà d'une manière biaisée. Donc, une semaine après, un an après, 20 ans après, tout cela était encore plus grand. Et je voulais que le lecteur se questionne par rapport à cela. Eh bien, c'est réussi. Le lecteur se questionne. Donc, voilà. Je vous encourage à lire donc, Laissez parler les pierres, publié aux éditions de l'Aube. J'imagine que vous avez une signature aujourd'hui dans l'après-midi. Il me semble vers 3 heures. Vers 3 heures, voilà. Donc, merci infiniment, David Machado. Merci à vous, Thierry. Merci, Juliette. Et bonne fin de journée à tous. Merci.